accès à la pratique sportive en dehors de l'école. Et on accueille Ludivine Gondran, qui est chargée de mission sport et handicap au ministère chargé des sports. Et donc, je lui transmets la parole. Merci Étienne. Bonjour à tous. Je vais essayer de hausser un peu ma voix parce que ce n'est pas mon point fort. Je suis vraiment contente d'être ici parmi vous. Il m'a dit, Étienne, je suis chargée de mission sport et handicap. Et juste pour vous expliquer un petit peu comment et pourquoi je suis arrivée là, j'ai toujours été fan de sport, pratiquante d'abord en EPS à l'école. Ensuite, en club, je faisais partie de ces élèves que le prof d'EPS justement repère un peu. Ah, toi, tu deviendras peut-être prof d'EPS plus tard. Donc, je savais que je voulais travailler dans le sport. Et puis, j'ai fait un parcours classique STAPS. Venant des Alpes-de-Haute-Provence, j'ai été plutôt du côté de Gap, puis ensuite Marseille. Et puis, troisième année, licence, bon, bah, allez, on embraye sur le CAPEPS, la prépa, l'UFM, tout ça. Et là, je me retrouve en stage dans un quartier à Marseille qui s'appelle le quartier de la Caillole, à côté de la prison des Baumettes. Et comme je le dis toujours, peut-être que ça a été une chance, en tout cas je vois beaucoup de signes je fais beaucoup attention aux signes du destin et en fait c'était très dur. En tant que stagiaire, une matinée par semaine avec des élèves de 6e qui n'étaient pas forcément très contents d'être là et qui n'avaient pas trop d'intérêt en tout cas pour le PS. Et voilà, c'était un peu compliqué. Et en fait, après une discussion avec le professeur de PS qui était mon tuteur, il m'a dit, écoute, je pense que tu as plus la fibre pour en dehors de l'école, donc fais pas comme moi. Moi, je suis là, mais dans mon métier, je ne suis pas heureux tous les jours, etc. Donc, tu as encore le temps de changer, tu es jeune, réfléchis. Et donc, effectivement, j'ai réfléchi. Je me suis formée de nouveau plutôt du côté éducatrice de tennis. Et puis, en parallèle, j'ai donné des cours. Et ensuite, j'ai embrayé avec une préparation au concours du professorat de sport, qui était beaucoup moins connu. Et d'ailleurs, quand on est en STAPS, c'est beaucoup moins connu que le CAPEX. Tout comme l'enseignement de l'EPS, l'enseignement tout court dans le milieu agricole, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup quand on est à l'école d'une manière générale, et c'est bien dommage. Donc, je me suis retrouvée au CREPS à Aix-en-Provence, préparer ce concours. Et puis ensuite, que j'ai obtenu, en parallèle, j'étais plutôt aussi avec des missions sur le sport de haut niveau au CREPS. Quand j'ai obtenu le concours, donc j'étais à Aix-en-Provence et puis j'ai été affectée à Alençon. En Basse-Normandie. Voilà, donc je ne connaissais pas, ce département, parce que venant du sud de la France. Voilà. Et là, en général, la première mission qu'on donne aux stagiaires quand ils arrivent et sur leur année de titularisation, c'est le sport handicap, parce que personne ne sait quoi faire. C'est compliqué. Les acteurs locaux du handicap souvent, la porte, elle est un peu fermée au début, et puis dans les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a de moins en moins. J'arrive à la période où il y a de moins en moins de collègues et de ressources humaines pour gérer l'ensemble des priorités. Et donc, je me retrouve avec cette mission sport handicap, et je vous avoue que sur le moment, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, surtout un département comme l'Orne, assez rural, pas trop de gros clubs sportifs handi accueillant, beaucoup d'équitation, beaucoup d'équithérapie d'ailleurs, mais peu de handisport, peu de sport adapté, et voilà. Et en fait, on a eu une problématique encore à cette période, quand je suis arrivée dans les années 2010, on était sur la fin de le calendrier de mise en œuvre de l'accessibilité des équipements sportifs, avec l'obligation de la loi de 2005, etc. Et en fait, j'ai pris ma mission, comme j'avais et les équipements sportifs et le handicap, j'ai commencé à travailler sur le sport handicap de cette manière-là. Et en fait, j'ai découvert quelque chose vraiment qui a été passionnant. Et je me suis donc petit à petit spécialisée sur la question pour arriver jusque quelques années plus tard au ministère chargé des sports sur les questions spécifiques du sport handicap. Voilà, donc ça c'était un peu pour rebalayer rapidement le parcours. Quand on a échangé avec Philippe et ses collègues pour préparer
mon intervention, moi j'ai dit, c'est vrai que moi je ne suis pas trop dans les astuces, la pédagogie, le vis-à-vis pédagogique, tout ça, je ne vais pas pouvoir apporter forcément de réponse. Par contre, voilà, je fais tout le domaine à la fois péri et extrascolaire, et puis ce qu'on mène notamment aujourd'hui avec la DGESPO, ça je peux en parler. Donc voilà un petit peu le sens de mon intervention aujourd'hui, avec plusieurs temps, parce qu'évidemment j'imagine que les diapositives seront à disposition après si besoin, donc tout ça formalisé. Donc la politique, pour commencer, la politique sport et handicap du ministère chargé des sports, en fait, elle a commencé finalement assez tardivement après que le sport handicap d'une manière générale ait commencé, puis ça a commencé avec les acteurs associatifs qui se sont regroupés dans les années en France 30 pour finalement cheminer à plusieurs petites fédérations au départ pour arriver à la fédération handisport qui a été créée en 1954 et la Fédération française du sport adapté pour le handicap psychique et mental, beaucoup plus tardive, en 1975. Donc on voit que c'est une fédération qui est relativement récente. Et à partir des années 80, l'État et les différents partenaires publics ont commencé à s'intéresser et à aider au développement de toute la pratique pour les personnes en situation de handicap, tout ça parce que ça participe à une des grandes priorités du ministère chargé des sports, qui est la correction des inégalités d'accès à la pratique, c'est-à-dire tous ceux qui sont plus ou moins éloignés de la pratique. En parallèle de ça, sur les 30 dernières années, il y a eu des clubs dits ordinaires. Donc, quand on dit clubs ordinaires, qui ne sont pas des fédérations dites spécifiques en sport et sport adapté, qui ont développé des ordres de pratique un peu en bricolant au départ, un peu parce que soit ils avaient une demande, soit il y avait un besoin, en tout cas au départ, sans trop avoir de formation ni de qualification particulière, on réussit à mettre en place une pratique, et aujourd'hui, il en existe beaucoup, d'ailleurs, de clubs en dehors de handisport et sport adapté. Tout à l'heure, je ferai un petit focus sur ce qu'on appelle les délégations, parce que dans le champ sportif, la délégation de service public qui est accordée aux fédérations est relativement importante, à la fois parce que c'est une trajectoire d'évolution du sport en France, à qui la délégation à qui elle est accordée, et surtout dans le champ du parasport, du sport et sport adapté. Il y a évidemment aussi des enjeux politiques, puisque quand on délègue une discipline, j'en parlerai un peu plus en détail, mais qu'on donne par exemple, comme c'est aujourd'hui le cas, l'organisation du judo à la Fédération française de judo, la Fédération française du sport n'a plus le monopole sur l'organisation de cette discipline. Donc voilà, petit à petit, ça s'est structuré, et dans les années 2000, il y a eu à la fois la création des pôles ressources nationaux du ministère chargé des sports, en lien avec les priorités ministérielles. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il y a celui des sports de nature à Valence-Pondac, qui est assez connu, qui est le plus gros, le plus structuré. Il y a eu le pôle ressources sport, éducation, mixité, citoyenneté, qui était sur toutes les problématiques de violence, de discrimination, etc., qui était à Aix-en-Provence et qui est maintenant basé à Nantes. Le pôle ressources national sport, santé, bien-être, qui est au CREPS de Vichy. Et puis, pour le sport handicap, il y avait jusqu'à pas longtemps le pôle ressources nationales sport et handicap au CREPS de Bourges, qui a malheureusement pour diverses raisons fermé ses portes. Nancy et nous, elle n'avait pas il y a quelques années, et qui est maintenant reparti. On repart avec une petite structure qui est implantée dans les locaux de l'INSEP. Alors pourquoi l'INSEP? Ça n'a rien à voir avec la performance, parce que c'est plutôt un outil de développement. C'était une question pragmatique d'accueil. Et du coup, voilà, c'est pour le moment un collègue en plus de moi sur le poste pour gérer le réseau, pour outiller aussi les acteurs, que ce soit
une veille juridique, des documents pédagogiques sur qui a le droit d'encadrer les personnes en situation de handicap, toutes ces questions-là. Donc, la création de ce pôle, la constitution d'un réseau de correspondance, ça c'est très important. On en a encore. On ne couvre pas tout le territoire, mais en tout cas dans chaque service déconcentré. Alors aujourd'hui, Drages pour direction régionale, rattaché d'aérorectorat, on y viendra plus tard, et service départemental ex-DDJS, jeunesse et sport, un collègue qui est en charge du sport handicap. Souvent, ce collègue-là, comme je le disais tout à l'heure, puisque j'en ai été au départ, il a d'autres missions. Mais en tout cas, nous, c'est notre réseau, c'est notre force, parce que sur le territoire, on sait que si on a un appel, si on a une problématique spécifique, on a le relais au niveau départemental. Et ça, c'est très important pour faire le lien avec les clubs et vraiment le territoire. La politique aussi, et le soutien, ça s'est marqué par 30 conseillers techniques et sportifs placés auprès des fédérations spécifiques, donc handisport et sport adapté, et aussi auprès du comité paralympique et sportif français, qui est l'équivalent du comité national olympique pour le parasport, avec aujourd'hui 3 cadres d'État qui sont à disposition de cette instance dont la présidente, vous avez certainement entendu parler, est Marie-Amélie Le Fleur. On a aujourd'hui 75% des fédérations qui sont dites valides unisport, ça dépend comment on les appelle, qui ont nommé un référent sport et handicap. Ça aussi, c'est important parce que ça nous permet de relayer et d'avoir une entrée dans chaque fédération. Et on verra plus tard, les fédérations sont vraiment très, très hétérogènes sur la prise en compte du handicap. En 2008, je ne sais pas si peut-être ça va vous parler, c'est les emplois STAPS qui étaient à l'époque réservés pour des étudiants qui sortaient de STAPS, qui avaient été mis à disposition des 2 fédérations justement spécifiques pour développer la pratique. Ces postes-là ont été maintenus et aujourd'hui, c'est quand vous allez voir le comité départemental handisport, sport adapté, souvent c'est un emploi sportif qualifié qui est financé à quasiment 80% encore par l'État, enfin par le ministère chargé des sports via l'Agence nationale du sport aujourd'hui. Donc voilà, c'est une augmentation en tout cas continue des moyens financiers dans un budget qui, on peut le dire parfois, commence à quand même s'amenuiser. Mais en tout cas, le sport handicap fait bien partie des priorités. C'est pour ça qu'on arrive à avancer. Alors là, je ne sais pas si ça va être très... Je suis ça fait un peu flou, mais vous l'aurez de toute façon plus lisible sur le diaporama. C'était simplement un schéma un peu des acteurs régionaux. Le but, ce n'est pas de faire quel lien avec chacun, c'était de voir tous les croisements qu'on pouvait opérer à la fois au niveau régional avec le rectorat, avec les fédérations scolaires, avec les enseignements supérieurs aussi, en lien avec le mouvement et les ligues au centre ici sur cette présentation. Et puis de l'autre côté, tous les acteurs institutionnels, que ce soit la Drages, donc pour jeunesse et sport, la région, les conseils départementaux. Et puis un acteur très important, à mon avis, dans tous les projets sport handicap qui peuvent être menés, même tout au long de la scolarité, ou en tout cas en dehors du sport scolaire aussi, c'est les MDPH, avec qui, s'il n'y a pas d'animation au niveau départemental, on a du mal à travailler, nous, acteurs du sport, avec les MDPH. C'est-à-dire que c'est vrai que ça demande une énergie et un investissement particulier. Pourquoi? Parce que les MDPH sont débordés de demandes. La priorité souvent des parents, des familles qui viennent avec leur enfant avec un handicap, c'est pas tout de suite la pratique sportive, c'est d'abord comment on peut adapter l'école, comment les transports, de quoi j'ai besoin au quotidien. Vient après la question du sport. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas le principal sujet et c'est pour ça qu'on a du mal, nous, à développer des projets. Mais pour autant, si la MDPH n'est pas dans nos acteurs locaux au niveau de l'animation qu'on peut faire et d'échanges de professionnels, on voit qu'on a du mal à faire démarrer les projets. Encore plus au local, tout en bas, les ESMS, donc établissements sociaux, médicaux, sociaux. Je crois que cet après-midi, il y a une session sur la belle génération 2024. Ce sera peut-être aussi l'occasion de parler de ces établissements.
puisqu'on a adapté aujourd'hui le cahier des charges pour que les établissements aussi socio-médico-sociaux puissent bénéficier de ce label Génération 2024 et ouvrir leurs portes aussi à la fois aux associations sportives et puis aux autres acteurs du sport plus général, parce que de plus en plus on nous dit, et puis ça c'est aussi le credo de la ministre Sophie Cluzel du secrétariat des personnes handicapées, c'est du sport, c'est bien dans l'établissement, mais pour ces jeunes-là, c'est bien aussi s'ils sont au contact dans la vraie vie, en dehors, et dans des clubs ordinaires. Et ça peut être du ski, ça peut être en IME à l'extérieur, sur une randonnée, enfin voilà, il y a plein de choses qui se font, mais il y a besoin d'accompagnement aussi pour qu'on nous ouvre les portes et aussi pour qu'il y ait une connaissance à la fois du sport par les acteurs du médico-social et vice-versa aussi. Parce que ça, c'est très important et aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait encore acquis, il y a encore du travail. Entre chaque partie, pour respirer un petit coup, je vous ai mis la campagne de sensibilisation qui vient de sortir du secrétariat d'État aux personnes handicapées, qui balaye tous les univers, tous les domaines de la vie au quotidien. Et le nom de la campagne, c'est « Voyons les personnes d'abord, pas le handicap ». Voilà. Après, on aime, on n'aime pas. En tout cas, ça va passer sur les écrans de télé et sur les affiches un peu partout, dans les transports, mais pas que, sur le bord des routes, etc. Donc, peut-être que vous les verrez aussi bientôt. C'est tout récent, c'est d'habitude.